Il faut être en mesure de bien saisir les particularités de marché régionaux, que nos associés, notre personnel du Saguenay-Lac-Saint-Jean soient spécialisés dans le domaine forestier, dans l'Est du Québec, soient spécialisés dans le domaine des pêches et de tout maîtriser. Décentraliser nous permet de bien capter ces particularités-là de marché et de coller sur la réalité des entrepreneurs. Alain Fortier, vous êtes aujourd'hui à la tête de Mallette, un cabinet de comptables professionnels agréés qui se distingue par son expansion rapide partout à travers le Québec. Avec plus de 40 bureaux et 1600 employés, Mallette s'est solidement établi comme un leader dans le domaine en intégrant des services comptables, financiers, fiscaux et légaux. Sous votre direction, l'entreprise poursuit son développement via des acquisitions stratégiques et une transformation numérique. Alain, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci Antoine de m'avoir invité, c'est un plaisir. Et Alain, peut-être avant d'analyser en profondeur l'histoire de Mallette, j'aime toujours au début du podcast poser la question à mon invité s'il peut expliquer en quelques mots, en quelques phrases, qu'est-ce que vous faites au quotidien également, qu'est-ce qui vous distingue de la compétition? Ben, je dirais au quotidien de mes responsabilités, je dois, dans un premier temps, agir comme de façon générale, comme le gardien de la mission et des valeurs de l'organisation. Mallette, comme vous l'avez indiqué, c'est une grande firme de comptables agréés, un grand nombre de places d'affaires, un grand nombre de ressources, une diversité de services. Alors, je dois aussi m'assurer de la cohésion des équipes. Avoir à la fois une vision une préoccupation à court terme et moyen terme pour s'assurer donc de la coordination des opérations, aligner les actions de toutes les équipes et aussi avoir des préoccupations évidemment à long terme pour bien aligner là, la vision de l'organisation, pour bien aligner nos grandes orientations, pour voir venir les coûts et pour bien suivre notre feuille de route, pour vraiment être en contrôle de notre environnement et ne pas trop se laisser distraire par quelques événements que ce soit, tout en restant alerte, tout en étant en mesure de s'adapter, de s'ajuster à la réalité, s'ajuster à l'actualité, saisir les opportunités qui se présentent devant nous, qui sont, je dirais, fort nombreuses. Alors, c'est, je dirais, l'essentiel de mes responsabilités. Et bon, j'ai cru voir que votre carrière a commencé avant d'arriver chez Mallette. Vous avez passé 14 ans en cabinet comptable avant de rejoindre l'entreprise en 2008. Je regardais le parcours. Vous avez commencé stagiaire, vous êtes fini comme associé. En l'espace de 14 ans, les choses sont allées assez vite. Peut-être vous pourriez nous parler un petit peu de cette première expérience-là et ultimement, comment tout ça vous a amené à rejoindre Mallette en 2008? Ben en fait, j'ai toujours été très engagé dans mon milieu, même dans mes premières années de stagiaire. Ça remonte même à mes années collégiales et universitaires, engagé dans mon milieu, intéressé par mon environnement et avec une volonté d'être dans l'action, une volonté de faire évoluer les choses, faire évoluer ma communauté. Transformer les endroits où j'étais actif. Alors, rapidement, je me suis intéressé d'abord aux activités de nos clients. J'ai été assez actif dès le départ de ma carrière en développement des affaires. Intéressé aussi par les activités du cabinet où j'ai œuvré, des cabinets où j'ai œuvré, pour rapidement avoir des responsabilités dans la gestion de l'organisation. Et je dirais, j'ai généralement accepté les propositions qui m'étaient faites. J'ai foncé beaucoup en ne me mettant pas trop de limites, sans y aller à l'aveugle, mais en me disant que, sans trop me questionner sur l'ensemble des capacités ou si j'étais prêt, si j'avais tout le bagage en main, en me disant que à force de travail et avec des bonnes équipes, j'allais certainement arriver au résultat escompté. Alors, ça l'a bien, je pense, teinté là, l'ensemble de ma carrière, de mon développement. Et donc, je dirais là, d'abord dans une volonté de transformer ou de participer à l'évolution des organisations. Alors, rapidement, j'ai eu des responsabilités de gestion, j'ai
Et j'ai bien accompagné, on était un cabinet de services professionnels, donc j'ai bien accompagné mes clients. Je me suis intéressé à leurs affaires j'ai sorti des sentiers battus, proposé parfois des nouvelles façons de faire, proposer mettre en contact des gens pour autant pour l'organisation que nos clients pour susciter la croissance. Au final, souvent, dans ces organisations-là, qu'on atteint un rôle important comme le vôtre, vous êtes devenu associé, on peut tomber sur le radar de d'autres cabinets. Et je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est mis en place avec Mallette, mais je serais quand même curieux de voir qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes passé d'un cabinet à l'autre en 2008. Quelle opportunité s'est présentée peut-être un petit peu devant vous? Je voyais d'abord un partage de valeurs, des valeurs communes entre les miennes et Mallette. Une volonté commune de développement, une volonté commune de croissance, assumée, affirmée. Des affinités dans les personnes. Un cabinet de services professionnels, c'est d'abord et avant tout des personnes. Alors, une affinité avec les personnes avec qui je l'œuvrais. Alors, j'ai pris une décision là, de changer de cabinet comptable, de me joindre à Mallette en 2008. Avec de beaux défis devant nous. L'organisation était quand même beaucoup plus modeste qu'aujourd'hui. Mais je voyais déjà des excellentes opportunités de croissance qui se sont avérées et des belles occasions de développement dans un marché qui commençait déjà à se transformer. On était à l'aube d'une période de consolidation, une période d'acquisition de cabinets. Je voyais ces possibilités se manifester. Et je considérais que Mallette avait un excellent positionnement à cet égard. Puis, c'est pas trop difficile qu'on est devenu associé de quitter une organisation pour une autre? Est-ce qu'on avait peut-être les mêmes conditions qui nous attendaient chez Mallette à ce moment-là, ou fallait peut-être faire nos preuves et on nous a dit que dans quelques années, peut-être serions-nous associés? Ben, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Il y avait évidemment une transition à faire, mais Mallette est une organisation qui mise sur les personnes, fait confiance aux gens, on est en mesure de bien appuyer le développement. Ça a été le cas. Les gens m'ont fait confiance, m'ont confié rapidement des responsabilités, m'ont intégré dès le départ à titre d'associé de l'organisation en me donnant le défi de développer une place d'affaires. Je viens de Lévis, un citoyen engagé dans ma communauté. Donc, le mandat avec mes associés, de développer la place d'affaires de Lévis, qui était toute petite, 5 à 7 personnes au départ, et aujourd'hui, plus d'une centaine de personnes. Alors, avec une diversité de services professionnels. C'est le mandat qui m'a été confié. Les gens m'ont fait confiance. J'ai relevé le défi. J'étais très heureux et très fier de cette marque de confiance-là que j'ai bien appris et que j'essaie évidemment de reproduire envers ceux qui me suivent. Effectivement, parce que vous êtes arrivé en 2008, vous avez, comme vous l'avez si bien mentionné, construit un peu ce bureau de Lévis qui a pris beaucoup en expansion pour finalement, en 2024, donc ça fait quelques mois seulement de ça, vous êtes devenu président. Comment tout ça s'est déroulé devant vous? Parce que, je veux dire, Mallette est une organisation qui est en affaires depuis très, très longtemps. Est-ce que ça avait été planifié quelques années auparavant? Est-ce que finalement l'opportunité s'est présentée à vous parce qu'il y avait quelqu'un qui partait? Je serais curieux de vous entendre ici. Oui, bien, c'est une évolution d'une part et une prise de connaissance mutuelle là, de ma part, de celle de l'organisation. De 2008, je dirais 2000 jusqu'à récemment, jusqu'à 2008-2024, c'est une période quand même de croissance de l'organisation. Ouais. Où, pour ma part, j'ai eu la responsabilité dans un premier temps du bureau de Lévis. Ensuite, j'ai eu la responsabilité des autres places d'affaires de la région de Chaudière-Appalaches, les bureaux du secteur de la ville de Montmagny, ville de Saint-Georges en l'occurrence. Aussi dans une période de consolidation de marché où est-ce qu'on a intégré d'autres lignes d'affaires, d'autres services spécialisés, notamment les services juridiques. J'ai, pendant cette période, participé, été membre du comité de gestion de la région qu'on appelle la région de Québec-Mauricie, et participé donc aux grandes orientations, aux grandes décisions de cette
d'abord sur une base régionale. C'est une période de 2014-2024 de forte croissance pour l'organisation. Tantôt, je vous parlais d'une période de consolidation de marché, d'acquisition de cabinets, d'intégration de cabinets comptables. Ça a été effectivement le cas. Donc, une période de grande croissance où ma lettre est passée en 2014 de 6 à 700 personnes. Donc, on a doublé jusqu'en 2024 à 1100 ressources. Et donc, il y avait un besoin de consolidation quand même de l'organisation. Poursuivre le développement, eh bien, attacher toutes les bases de cette période effervescente. Et aussi, évidemment, là, dans un contexte de transition interne où Mario Bédard, qui est mon prédécesseur, qui avait la fonction de président du conseil d'administration et d'associé directeur de la région de Québec, était à l'aube de la retraite, donc il fallait s'assurer d'une relève, d'une transition. Alors, j'ai été dans l'année qui a précédé mon arrivée à la présidence. Il y a eu des grandes réflexions, des grandes discussions sur l'évolution de l'organisation. Et pour ma part, j'ai été le porteur de certaines idées que j'ai proposées au conseil d'administration, proposées à mes associés, mobiliser l'équipe là, derrière ces idées. Et c'est comme ça là, que dans ce contexte à la fois de transition, mais de besoin de consolidation et de besoin de préciser les orientations pour l'avenir, que les gens mes associés m'ont confié là, la responsabilité là, de la présidence de l'organisation. Et parlons-en un petit peu de ces idées-là, parce que c'est ce qui, je pense, peut être très, très intéressant pour notre audience. Donc, souvent, et par la suite également, on parlera de cette croissance par acquisition, parce que je pense que vous avez été assez formidable là-dedans. Mais si on parle d'analyse, d'idées, de diagnostic que vous faites de l'organisation, quand vous prenez les rênes en avril 2024, qu'est-ce que vous voyez devant vous? Parce que vous nous dites que de 2014 à 2024, il y a eu une très forte croissance, peut-être besoin de consolidation. Donc, est-ce qu'on est face à une période 2024, 2025, 2026, 2027, où est-ce que l'organisation doit davantage se restructurer après avoir été en accélération pendant autant d'années, ou on continue vraiment à vouloir aller chercher plus de parts de marché? Très bonne question, Antoine. D'une part, il y a un besoin sur plusieurs volets, un besoin de consolidation où on doit là, s'assurer d'une bonne coordination de nos différentes lignes d'affaires. Donc, dans un premier temps, là, dès mon entrée en fonction, là, j'ai précisé les orientations de chacune de nos 4 lignes d'affaires. La certification, la fiscalité, nos services juridiques et l'ensemble de l'environnement, ce qu'on appelle nos services conseils, notre service de consultation. Donc, s'assurer d'une bonne coordination de ces grands secteurs, des endroits où est-ce qu'on a partout des opportunités de croissance assez importantes. Le secteur des services juridiques est relativement récent dans l'organisation, a été un vecteur de croissance dans le passé et le sera aussi dans l'avenir. Le secteur de la certification, donc l'audit, la préparation des états financiers en est un aussi qui se spécialise. On pense aux normes internationales, aux normes canadiennes, aux normes qui vont toucher l'ensemble du développement durable, tout ce secteur-là qui est en évolution, donc un besoin de spécialisation aussi dans ce secteur-là. La fiscalité, on l'a vu avec la dernière réforme fiscale du gouvernement fédéral, comment c'est sollicitant pour les organisations. Et tout le volet d'accompagnement de nos entrepreneurs par une diversité de services conseils, que ce soit des services conseils dans le secteur financier, des services conseils en matière d'actuariat ou de gestion des avoirs, le volet davantage administratif, gestion des risques, contrôle interne, ou les aspects plus stratégiques des organisations ou le recrutement des ressources humaines. Donc, plusieurs volets à fort potentiel de croissance. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs souhaitent avoir accès à un guichet unique de services professionnels. Et c'est ainsi qu'on se positionne pour bien accompagner nos entrepreneurs, leur offrir un service 360 sur une diversité de secteurs et pour qu'ils puissent faire affaire à un seul endroit et avoir accès à tout ce dont ils ont besoin. Donc, ce besoin de consolidation dans ce contexte-là demeure. Par ailleurs, on est aussi dans un marché en transformation, un marché en consolidation.
Et les cabinets de services, de cabinets comptables, cabinets de services professionnels qui sont encore aujourd'hui indépendants, souhaitent se regrouper pour mieux faire face à tous ces défis-là de leurs propres clients, souhaitent mieux accompagner leurs clients. Ils voient cet avantage-là dans notre organisation. Donc, une période où il y aura nécessairement de nombreuses acquisitions, intégrations de cabinets de services professionnels au cours des prochaines années. Donc, il faut être en mesure de bien les accueillir, bien les intégrer, bien partager les cultures. Donc, c'est toute cette approche de fait partie à la fois de la croissance, mais aussi de la consolidation. Et ce qui, je pense, nous distingue, donc, c'est cette diversité de services, mais aussi cette capacité de maintenir la flamme entrepreneuriale des cabinets de services professionnels, cabinets comptables ou autres, qui s'intègrent à notre organisation. On est une organisation relativement décentralisée qui donne une bonne marge de manœuvre à nos associés, à notre personnel, qui leur permet de participer activement aux décisions, participer activement au développement de leur milieu. Et ça, c'est bien se positionner dans un contexte de création de valeur. Donc, il y aura encore de la croissance. Le marché offre des opportunités extrêmement intéressantes. Nous avons un positionnement incroyable pour pouvoir les saisir. On doit évidemment ajuster certains aspects de l'organisation pour être capable de bien œuvrer en ce sens-là. Mais je suis très confiant que la croissance va se poursuivre de façon assez importante au cours des prochaines années. Et le marché a besoin de ça, a besoin d'une organisation de cabinet comptable, particulièrement au Québec, qui offre une alternative, qui se distingue, qui est bien ancrée dans ses milieux, bien ancrée dans ses régions. Et c'est ce que nous pouvons offrir à nos clients, à notre personnel et à tous les entrepreneurs. Donc, la consolidation, mais pas au détriment de la croissance. Donc, ça, c'est intéressant et important à mentionner. Un autre point que vous avez dit que je trouve intéressant de rebondir. Les clients dans le service professionnel recherchent un guichet unique. Est-ce que c'est inévitable, ça? Est-ce qu'à un certain point, tout cabinet comptable, cabinet de service professionnel ne fait pas face à cet enjeu-là? C'est de se dire, on peut commencer spécialisé, mais plus qu'on grandit l'organisation, il y a tellement d'opportunités que notre client nous présente que ça devient difficile de dire non. Mais comment peut-on répondre à ces différents besoins, ces différents défis-là? Est-ce que c'est inévitable à un certain point, selon vous, qu'un cabinet de service professionnel devienne davantage un généraliste qu'un spécialiste? En fait, il faut bien être capable de s'adapter, bien répondre aux besoins du marché. L'entrepreneur a lui aussi toutes ces complexités à gérer. La gestion des entreprises est de plus en plus complexe, présente plusieurs défis qui vient de la gestion des ressources humaines, qui vient de l'avènement des technologies, des outils technologiques comme de l'infrastructure technologique. Donc, l'entrepreneur souhaite se concentrer sur ses propres opérations. Donc, nous sommes là pour bien l'accompagner à prendre les bonnes décisions dans la gestion de son entreprise. Si nous ne lui offrons pas tous ces services ou une vaste gamme, on ne peut pas dire tous les services, mais une vaste gamme de services, il devra nécessairement aller les chercher ailleurs, devra nécessairement s'éparpiller, et ce qui implique pour lui de se complexifier un peu la vie. Alors nous, on peut lui simplifier la vie en lui offrant cette diversité-là de services. Et c'est ce que voient les cabinets de services professionnels, comptables ou autres, je précise, qui s'intègrent à nous, en voyant bien que leurs clients ont besoin de plus qu'un état financier, ont besoin à la limite plus qu'un seul service de fiscalité lorsqu'il est offert, et souhaitent offrir cette diversité de services à leurs clients. Donc, on veut vraiment se situer dans un contexte de création de valeur. Création de valeur et qui nous génère de la croissance, autant pour notre personnel, en lui offrant des possibilités de développement professionnel important dans leur secteur d'activité initiale ou pour des mouvements latéraux dans d'autres secteurs d'activité. Création de valeur pour nos clients en bien les accompagnant, en leur donnant des services adaptés, des services de pointe, des services spécialisés. Donc, on ne se positionne pas comme un cabinet généraliste, un cabinet qui offre une diversité de services spécialisés, ce qui est une précision importante.
mais en créant de la valeur à nos clients pour qu'ils puissent avoir une gestion optimale de leur entreprise. Et je dirais, ça nous permet aussi d'être en création de valeur dans l'environnement d'affaires au Québec, dans l'environnement économique au Québec. On a 40 places d'affaires, une présence partout au Québec. Cette présence, cette activité, cet appui auprès des entrepreneurs nous permet de nous assurer d'une saine gestion des entreprises et des entrepreneurs dynamiques, des entrepreneurs bien positionnés, des entrepreneurs qui ont optimisé leur gestion d'entreprise. Ce sont des créateurs de valeur dans leur région. Donc, on contribue, nous aussi, à la création de valeur dans les régions partout où nous sommes. Et dans la dernière année et demie, nous avons aussi ouvert une place d'affaires à Montréal. Nous étions dans les couronnes sud et nord, maintenant au centre-ville, pour se rapprocher des décideurs, des grands décideurs économiques du Québec, pour capter plusieurs champs d'activité plus spécialisés pour pouvoir bien les offrir à nos clients. Donc, on a plusieurs vecteurs de croissance qui vont nous soutenir pour les prochaines années. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce qu'aujourd'hui, je veux vous poser une question. Est-ce que vous aimeriez, pour votre entreprise, engager quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre transformation numérique? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à écouter le message qui suit. Nos bons amis chez Hello Darwin, qui est une entreprise qui aide les organisations comme la vôtre à aller chercher différentes subventions. Eh bien, nos amis chez Hello Darwin nous ont parlé d'une nouvelle subvention qui s'appelle Novascience, qui permet aux entreprises provinciales du Québec de pouvoir subventionner jusqu'à 50% le salaire d'une nouvelle embauche que vous allez faire pour quelqu'un dans la transformation numérique. Et cette subvention peut aller jusqu'à 75 000 $. Et la beauté avec Hello Darwin, c'est qu'ils vont faire les démarches avec le gouvernement provincial de A à Z pour vous. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous leur dites que vous êtes intéressé par la subvention. Eux vont prendre vos informations, vont faire le travail pour vous et ils vont être capables par la suite d'aller chercher la subvention. Et bonne nouvelle pour les auditeurs du podcast Hypercroissance, vous avez droit à 10% de rabais sur les services de Hello Darwin si vous vous rendez au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/HYPERCROISSANCE. Donc, rendez-vous sur le site Internet. Je vais également mettre un lien dans les notes de l'épisode. Parlez avec l'équipe de Hello Darwin. Allez chercher les subventions que vous avez le droit parce qu'au Québec, 80% des entreprises qui demandent pour des prêts, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'entreprises qui demandent pour des subventions et Hello Darwin est capable de faire le travail pour vous. Donc, rendez-vous sur le site web et allez chercher l'argent qui vous revient. De retour à l'épisode en cours. Et bon, on amène un point que je pense qui est très intéressant d'aborder sur le podcast, c'est celui des acquisitions stratégiques. Alain, vous et moi, on avait une discussion ensemble, je pense, la semaine dernière, où est-ce qu'on expliquait un peu la belle mécanique qui peut s'installer quand une organisation en prestation de services comme la vôtre va aller intégrer, utilisons le terme ici, intégrer d'autres organisations à l'intérieur de Mallette globalement. Et là, ici, on peut avoir l'envie d'aller chercher des organisations qui sont similaires à la nôtre au niveau de nos services, ou on peut également aller acquérir des organisations qui offrent un service complémentaire à ce qu'on fait. Et là, c'est là que s'installe un petit peu un effet multiplicatif au lieu de simplement être une addition qu'on pourrait voir d'une organisation qui s'intègre à une autre. Je serais curieux qu'on puisse explorer ce point-là un petit peu ensemble aujourd'hui. Quel bénéfice une entreprise qui se fait acquérir et un acquéreur comme vous peuvent bénéficier un petit peu de cette complémentarité de services quand vous arrivez et vous dites « on va vouloir intégrer cette organisation-là à Mallette demain matin ». En fait, il y a une addition de... Il y a vraiment, on veut vraiment axer sur la complémentarité des services. Traditionnellement, pour ce qui est des services comptables, des cabinets comptables qui s'intègrent à nous, ont une offre de services un peu plus restreinte. Donc, leurs clients ont besoin d'un accompagnement additionnel qu'on est en mesure de leur offrir par des services qui sont déjà en place. Ce qui génère de la croissance et une augmentation de la demande pour nos services spécialisés, nos services fiscaux ou même nos services d'audit
encore la base de l'organisation, mais qui, en proportion, occupent une place moins grande qu'auparavant. Je dirais la certification est peut-être à 50% là, de notre chiffre d'affaires globalement. Donc, elle était plus importante auparavant. Donc, les services spécialisés, services fiscaux services juridiques ont pris une place plus importante. Donc, on est en mesure d'offrir ces services-là au cabinet que l'on intègre, ce qui offre des possibilités de développement personnel et professionnel importants en plusieurs secteurs de l'organisation. Et cette croissance-là et cette culture entrepreneuriale-là rejoint plusieurs professionnels qui pouvaient être un peu cloisonnés ou encarcanés dans d'autres organisations et donc se joignent à nous pour contribuer à l'offre de service. Donc, ça nous donne une grande capacité d'attraction de talents spécialisés, de talents dans nos services traditionnels pour participer à cette croissance-là dans un contexte où on souhaite garder la flamme entrepreneuriale dans l'organisation. Et ça, c'est fort important. Donc, premier aspect là, en termes d'acquisition. L'autre élément fort important pour nous, le partage de notre culture d'entreprise. Quand je vous parle de cette caractère entrepreneurial-là, je vous parle d'une diversité de services, ça implique une certaine collégialité, une belle bon travail d'équipe à l'intérieur de l'organisation. On veut maintenir cette culture d'entreprise. Alors, ça a été dans le passé un facteur de succès de des intégrations de cabinets juridiques, comptables ou autres en service, des nouvelles lignes d'affaires qui ont été démarrées, où on a pu partager cette culture d'entreprise. C'est très important pour nous. Ça implique beaucoup de rencontres, ça implique beaucoup d'efforts. Pour ma part, j'ai instauré une démarche où je vais aller me rendre dans nos places d'affaires à la rencontre de nos associés, de notre personnel pour les écouter, saisir, bien comprendre les contextes, mettre les gens en mouvement. Donc, c'est un élément important là, de notre stratégie d'acquisition. Et je dirais le dernier élément qui soutient notre croissance, c'est nos politiques de gestion. Où on a souhaité se donner des politiques de gestion modernes, novatrices, où on donne des avantages sociaux là, assez innovateurs à nos ressources. Par exemple, on a introduit il y a plusieurs années ce qu'on appelle l'objectif rêve, où on offre du temps et de l'argent à nos ressources. Donc, 7 semaines de vacances additionnelles ou 7 ou 8 semaines de vacances additionnelles pour leur permettre de réaliser un projet d'envergure. On offre des services de télémédecine, un gym dans certains de nos établissements, un environnement de travail où chacun a encore, dans la mesure du possible, malgré la croissance, accès à un bureau attitré qui contribue à une belle ambiance de travail. On veut avoir de l'activité de la vie à l'intérieur de nos places d'affaires. Et on investit aussi beaucoup, ce qui attire les plus jeunes générations, mais on s'est doté d'un positionnement intéressant en matière d'innovation technologique. Donc, on entre de plein pied dans toute cette effervescence-là technologique, ce qui aussi est un facteur d'attraction et de croissance de nos services. Il n'est pas là le défi un peu pour vous? C'est de se dire, définitivement, vous avez une marque qui est connue, qui est reconnue, vous êtes capable d'attirer des clients, mais soyons honnêtes, à un certain point, ces clients-là doivent être desservis par des talents. Est-ce qu'au final, il est davantage là le défi? C'est de se dire, les acquisitions, en plus de croître, ça nous permet d'aller chercher du talent plus rapidement à une vitesse qui, simplement de manière organique, on ne serait pas capable de desservir toutes les demandes qu'on reçoit. Il faut bien, d'une part, en matière d'acquisition, bien cerner nos besoins, identifier quelles sont les entreprises, les organisations, les lignes d'affaires ou les territoires que l'on souhaite voir intégrés dans l'organisation. Je pense que c'est un exercice important de planification. Mais on doit aussi s'assurer donc de le faire de façon très structurée, partager les connaissances.
Et pour maintenir cette relation importante avec nos clients, on a le défi de bien faire cohabiter la proximité qui exige le service professionnel avec l'expertise. Alors, parfois, la ressource spécialisée n'est pas à proximité physiquement. La technologie nous permet de nous rapprocher, mais on a ce double défi de s'assurer de cette cohésion-là entre expertise et proximité. On le réussit bien jusqu'à maintenant. Oui. Ben, en tout cas, les chiffres parlent pour vous. J'aimerais peut-être juste décortiquer avec vous certaines acquisitions qui ont eu lieu, je pense, dans l'année 2023. Donc, on voit des acquisitions avec des cabinets comme ABG CPA, Bédard Guibault ou encore Tétro Sauvé-Lauzon, qui sont des acquisitions qui ont renforcé votre présence un petit peu partout au Québec. J'aimerais qu'on puisse, que ce soit celle-ci ou d'autres, décortiquer un petit peu comment vous abordez le volet culture. Vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt. Il y a le volet culture qui s'installe, je m'en vais rencontrer beaucoup de gens, mais également, plus tôt dans l'entretien, vous avez mentionné, on a un système décentralisé. Et je trouve le tout assez intéressant de pouvoir analyser ensemble, parce que habituellement, des grandes organisations en prestation de services, on a un brand qui fait rayonner l'ensemble des places d'affaires, mais on laisse les places d'affaires gérer un petit peu leurs affaires comme elles veulent les gérer. Est-ce que c'est ça que je comprends un petit peu en vous entendant avec une idée de système décentralisé et également comment l'idée d'une culture centralisée s'installe dans ce type de système-là? Ben, en fait, il ne faut pas oublier, dans un cabinet de services professionnels comme le nôtre, nos associés sont aussi propriétaires. Alors, ils doivent être dans faire partie de l'équipe, doivent se sentir mobilisés, ils doivent participer aux décisions. Et plus on leur donne de la capacité, sont aussi des entrepreneurs. Donc, ils peuvent aussi, à leur manière, auprès de leurs clients, dans leur milieu, participer à la création de valeur, participer au développement de l'organisation. Et cette flexibilité-là, cette décentralisation nous permet de garder cette fibre entrepreneuriale-là que je mentionnais plus tôt. Il faut être en mesure de bien saisir les particularités de marché régionaux, que nos associés, notre personnel du Saguenay-Lac-Saint-Jean soient spécialisés dans le domaine forestier, dans l'Est du Québec, soient spécialisés dans le domaine des pêches et de tout maîtriser, autant les opérations, les avantages fiscaux, l'environnement législatif qui encadre certains secteurs d'activité. Dans le secteur, on connaît tous l'esprit entrepreneurial de la Beauce, secteur manufacturier, c'est deux territoires intéressants, ou également dans le secteur de Montmagny, où est-ce qu'il y a un potentiel d'entreprise, ou un nombre d'entreprises manufacturières importantes. Dans le secteur de Saint-Hyacinthe, tout le secteur agroalimentaire est fort présent. Donc, de décentraliser nous permet de bien capter ces particularités-là de marché, de coller sur la réalité des entrepreneurs. Bon, évidemment, on doit fonctionner dans une organisation dans son ensemble. Je dis parfois que le tout est plus grand que la somme des parties. Alors, c'est pas une multitude de bureaux indépendants qui travaillent chacun de leur côté, mais on doit s'assurer, et ça fait partie de mes responsabilités, de cette grande coordination d'ensemble. Mais c'est possible de le faire à force d'échanges, de discussions, de partage, mais en acceptant que de donner un bon niveau de responsabilité un peu partout dans l'organisation. Et ce qui va faire en sorte que on va pouvoir aller bien desservir un secteur d'activité. Vous avez parlé des dernières intégrations. Par exemple, le bureau Bédard Guilbeault qui était dans le secteur de Portneuf dans la région de Québec, qui était un secteur qui était moins bien couvert. TSL à Longueuil, Saint-Hubert, aussi un secteur qui était moins couvert. On a pu bien le couvrir par ce secteur-là. Puis en allant chercher des compétences additionnelles par les ressources qui étaient présentes et en leur permettant de s'épanouir. N'oublions jamais, on ne vend pas des produits, on rend du service, on est des humains à l'intérieur de l'organisation. Exact. Si on leur donne de la capacité, si on leur fait confiance, si on leur donne des responsabilités, ils vont chercher à s'épanouir, ils vont réussir, puis l'organisation en son ensemble va être gagnante. Intéressant. Et bon, si on parle un petit peu du volet culture, je trouve assez fascinant de votre côté. On parlait du projet
rêve tout à l'heure. Peut-être que vous pourriez parler un petit peu globalement de ce qu'on met en place pour garder ces 1600 collègues enjoués de travailler chez vous autour d'une mission commune, faire en sorte qu'ils aiment leur travail. Parce qu'on le sait, hein, il y a il y a une économie qui va bien globalement au Canada, qui va bien au Québec. Il doit y avoir beaucoup de belles entreprises qui courent après vos différents talents parce que c'est du talent de qualité. Comment qu'on les garde chez nous? Comment qu'on est capable de maintenir cette belle culture d'organisation? Je dirais quelques éléments. Là. D'abord, des avantages sociaux modernes et compétitifs, innovateurs parfois. Vous l'avez mentionné, là, le programme Objectif Rêve en est un qui fait vibrer. On a des ressources qui ont pris des semaines additionnelles accumulées à leur semaine régulière de vacances pour faire un voyage en vélo au Canada, écrire une trilogie en Italie, escalader des montagnes en Amérique du Sud. Donc, l'ensemble des projets vraiment très, très innovateurs. Donc, on offre à nos ressources, en se planifiant d'avance, du temps et de l'argent pour réaliser des passions. Alors, c'est évidemment un élément là, de rétention important pour notre personnel, mais ça traduit l'esprit de l'organisation. Donc, dans nos avantages sociaux, là, donc je parlais tantôt de télémédecine, de gymnase, parfois de garderie lorsque c'est possible. Deuxième élément, on souhaite aussi se donner qu'il y ait une bonne ambiance de travail, qu'au quotidien, les gens ont du plaisir, que ce soit par un café de qualité, une machine à slush ou à popcorn dans nos places d'affaires pour que dans les petits plaisirs au quotidien, puis on se donne de la capacité financière aussi pour qu'il y ait de l'activité, des activités sociales, les gens puissent se rencontrer, puissent échanger ensemble. Et le troisième élément, pour accompagner notre personnel, des places de travail modernes, rénovées, intéressantes, en voie de l'être à plusieurs endroits. Donc, tout ça contribue sur l'aspect, je dirais, un peu plus social là, à attirer et maintenir les ressources. Et aussi, on s'assure d'avoir des programmes de développement professionnel moderne, par exemple par la création récente de ce qu'on a appelé l'Académie Mallette, où on veut recenser l'ensemble de nos programmes de formation, donner un dynamisme, une approche technologique à notre programme de formation. Donc, l'ensemble contribue à cet environnement de travail mobilisant pour nos ressources. Et c'est quoi votre vision sur le travail à distance, sur le travail au bureau? Vous disiez un petit peu plus tôt qu'on essaye de donner la possibilité à tout le monde de travailler d'un bureau. Est-ce qu'il y a un retour exigé qui se passe en ce moment avec vos collègues? Est-ce qu'on les laisse travailler un petit peu à distance? On a un équilibre dans le cadre d'une politique de télétravail. Je dirais que ça diffère grandement selon les régions, selon les places d'affaires. Parfois, les gens habitent à proximité puis ils ont plus tendance à être au complet 5 jours par semaine au bureau. Lorsque les conditions routières sont un peu plus difficiles, il y a un peu plus de télétravail qui s'installe. Mais on demande une présence de 3 jours par semaine dans nos places d'affaires parce qu'il y a un travail d'équipe important, parce qu'il y a un besoin de coaching de nos plus jeunes ressources, d'encadrement de nos plus jeunes ressources. Ce sont on agit généralement en équipe à l'intérieur d'un mandat. Donc, il y a un besoin d'échange important. Alors, il y a une stabilité qui s'est installée où à la fois il y a les gens sont présents à certains moments de la semaine au bureau, d'autres moments ils peuvent faire leur travail plus en individuel à la maison. Puis évidemment, avec la technologie, tout ça, c'est grandement facilité. Mais si on veut les attirer au bureau, on veut qu'ils aient envie de venir au bureau, il faut leur procurer un environnement de travail physique là, intéressant. Et bon, c'est quoi le futur? Les 12, 24, 36 prochains mois de Mallette, est-ce qu'on repart à l'attaque? Est-ce qu'il y a peut-être une expansion qui va se faire, même géographique? Qu'est-ce qui vous attend? Je pense que la croissance, comme je vous disais, va se poursuivre. Il y aura certainement d'autres intégrations, évidemment, d'autres intégrations de cabinets comptables ou de cabinets de services juridiques ou de cabinets de services professionnels. Une consolidation peut-être dans certains territoires, de notre présence dans certains territoires. La grande région de Montréal, centre l'île de Montréal et Couronne-Sud et Nord présentent des opportunités extrêmement intéressantes. Quelques possibilités
dans d'autres régions. La région de Québec aussi présente des possibilités également intéressantes là, d'intégration. Il y a certainement des lignes d'affaires complémentaires qui pourront s'ajouter. Mais je pense vraiment que on est dans un contexte de consolidation et de transformation de notre marché. L'Ordre des CPA nous disait que le nombre de CPA actifs allait en décroissance à partir de 2024. Alors, ça mettra une pression additionnelle. La technologie viendra nous appuyer. Pour intégrer la technologie, ça prend des plus grandes capacités, une plus grande une capacité d'amortir les coûts qui sont assez importants. Bien sûr. Sur un plus grand volume. Donc, pour les 12, 24, 36 mois, il y aura donc à la fois cette poursuite de cette croissance, bien structurée, bien organisée, bien ciblée, à la fois cette consolidation de notre structure, de notre façon, de notre organisation, de nos façons de travailler pour bien réussir tous ces défis, toutes ces opportunités que présente le marché qui sont très importantes à mon avis. Bon, fantastique. Bien heureux de l'entendre. Et si on continue peut-être sur des petites questions personnelles, j'aime toujours poser la question à mes invités. Est-ce qu'il y a un livre d'affaires qui vous a marqué? Si oui, lequel recommanderiez-vous à notre audience? J'ai bien aimé récemment là, depuis ma prise de responsabilité, un livre écrit par McKinsey qui est sur les CEO, l'arrivée des CEO en fonction. Une revue de plusieurs dirigeants, d'entrée en fonction de plusieurs dirigeants d'entreprise, de comment... CEO Excellence? CEO Excellence, exactement. Oui, très bon livre. Qui présente une diversité de situations là, fort intéressantes. J'ai bien aimé aussi, il y a quelque temps, un livre du Québec de Jean-François Ménard, L'Olympien au bureau, qui s'inspire des réalisations, des défis des Olympiens dans leur entraînement, dans leur niveau de concentration, dans leur capacité de se relever devant les échecs et de transformer ça, d'intégrer ça dans un contexte d'affaires. Un petit livre fort simple, mais très enrichissant, nous donne des apprentissages qui est très intéressant, effectivement. Podcast, est-ce que vous en écoutez quelques-uns? Parfois, des podcasts, j'aime bien, des podcasts qui portent sur le leadership, sur la communication. J'ai commencé récemment des podcasts HBR, Harvard Business Review, Ben oui. avec une diversité de thématiques fort intéressantes qui partent autant des bonnes aptitudes des dirigeants d'entreprise, comment s'inspirer, par exemple, des discours ou des approches de communication de nos leaders politiques pour bien faire passer nos messages. Donc, des apprentissages très concrets auxquels j'aime m'abreuver, me référer. J'aime lire aussi là, différentes revues sur l'actualité économique, les tendances de marché dans un contexte où actuellement beaucoup d'incertitudes peut-être là, sur la question des taux d'intérêt. Est-ce que la croissance va se poursuivre? Les lectures des économistes à ce sujet là, m'intéressent grandement pour anticiper ce qui va se passer dans les prochains mois dans mes responsabilités. Je dois être à l'affût dans cette perspective à long terme de l'évolution de notre environnement. Donc, tout ça là, m'aide à me donner de l'information. Mais j'aime bien aussi ce que j'appelle mes podcasts réels qui sont des entretiens en direct avec un réseau de dirigeants d'entreprises qui me partagent, avec qui on partage ensemble mutuellement là, nos défis mutuels, nos expériences, nos enjeux, la façon dont on peut aborder ça. Et bien sûr, j'aime bien écouter certains podcasts sur l'hypercroissance animés par Antoine.
Sans fausse Fantastique. modestie. Ah ben, content de l'entendre. Pour terminer, à quoi ressemble la routine de Alain Fortier avant, pendant et après le travail? Ben, j'essaie vraiment de me garder un temps important personnel. Je souhaite être, quand je suis au bureau, d'être en forme, d'être de bonne humeur, d'être bien disposé à faire face à toute une série de situations. Je considère que on doit être en mesure je dois être en mesure de changer, de m'adapter à chaque situation qui se succède à l'intérieur d'une journée. Alors, je peux avoir une rencontre en individuel avec un employé, une rencontre de travail motivante avec un groupe, une rencontre de travail plus difficile avec un autre, être capable de changer de rythme pour donner le meilleur de moi-même à chacune de ces situations-là qui sont différentes tout au long d'une journée. Il faut être bien disposé pour le faire. Alors, j'essaie de maintenir un bon niveau de sommeil, maintenir un bon niveau d'activité sportive. Je prends soin de courir 3 fois par semaine rigoureusement. Je maintiens le rythme tout au long de l'année. L'hiver qui s'approche, le samedi, le dimanche, j'ai soit du ski alpin, soit du ski de randonnée avec un groupe d'amis à Stoneham. La gang de Stoneham, des gens très actifs, dynamiques, avec qui j'ai beaucoup de plaisir, qui me permet sur les pentes de ski l'hiver, dans une période intense, dans la nature, d'être capable de déconnecter. Et faut pas penser trop au travail lorsqu'on descend une pente de ski. On risque d'avoir des problèmes en cours de route. Donc, j'essaie de maintenir cet équilibre-là. J'ai commencé à pratiquer quelques fois par année la plongée sous-marine. Donc, une diversité d'activités, la randonnée pédestre que j'adore. Et aussi, du temps en famille avec ma femme, avec mes 3 enfants, que j'essaie de capter, qui ont leur propre agenda maintenant, là, 22, 20 et 17 ans. Sont un peu plus difficiles à attraper qu'auparavant, mais on a des bons moments en famille, puis j'aime bien apprécier leur évolution, leur changement, les défis qui se présentent à eux à différentes périodes de leur cheminement. Les 3 sont encore aux études, à leur cheminement scolaire, l'université cégep, en l'occurrence. C'est magnifique de les voir évoluer, de les voir prendre leur autonomie. Parfois, on a de la misère à les attraper, mais c'est bon signe. Ils sont autonomes, responsables, puis commencent à mener leur propre vie. Alors, tout ça ensemble me permet de garder cet équilibre-là personnel. Fantastique. Et Alain, si on veut en savoir plus sur Mallette, meilleur endroit pour vous rejoindre et peut-être si des gens qui nous écoutent, qui cherchent un emploi, qui cherchent peut-être à vendre leur cabinet, comment qu'on peut rentrer en contact avec vous? On n'est pas plus loin qu'un appel, qu'un courriel, qu'un Teams, une rencontre. Alors, la façon générale pour tous de me rejoindre, de rejoindre quelqu'un de l'organisation, c'est de consulter notre site web www.mallette.ca, 2L2T. Puis, les coordonnées sont toutes inscrites et ça nous fera un plaisir de répondre aux différentes demandes. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Alain Fortier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Totalement fascinant. Félicitations pour la belle croissance. C'est pas donné à tous d'être capable de grandir à cette vitesse. Donc, félicitations. Vous avez toute mon admiration. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.